On va attaquer notre deuxième matinée. J'espère que la soirée montpelliéraine fut festive comme il se doit et que la digestion n'en est pas trop compliquée, comme il se doit aussi. Deuxième journée donc avec une matinée consacrée traditionnellement à la fois au point d'actualité qu'on aura tout à l'heure avec la DGOS et plus rapidement ce matin en première partie avec le rendu de l'observatoire. Voilà de KPMG qu'on va partager ensemble d'ici quelques minutes. Et puis l'après-midi qu'on aura avec une table ronde un peu pour essayer de se projeter au-delà de ces dossiers d'avenant 11 du péage qu'on a dit hier. Dans quelle mesure ça redéfinit aussi la place, le rôle, les missions et le cadre de travail des professionnels du transport sanitaire et des entreprises qui sont les acteurs de ce secteur-là. On va en parler cet après-midi. Ce matin, on va donc commencer par les deux séquences traditionnelles et puis en effet par ce point sur un peu le modèle économique du transport sanitaire et des entreprises qui sont les vôtres, avec l'analyse attendue, acérée de Marc Basset, avec les mises en perspective toujours percutantes de Maurice Wolf de la FNMS. Et je les accueille tous les deux sur scène sous vos applaudissements forts et nourris et matinaux. Ouais. Leur donner du courage. Maurice, Marc, oui, je vous laisse vous positionner là, s'il vous plaît. On va commencer avec un tour un peu de cet observatoire annuel. Marc, je vous laisse le micro, je vous laisse la télécommande aussi pour nous présenter. On va essayer de vraiment tenir en 20 minutes maximum ce panorama un peu de l'observatoire. Je vous laisse la main. Il y aura quelques questions après. Donc, on m'a fait densifier la présentation. Donc, je vais essayer d'être effectivement dans les 20 minutes pour cette première partie. Il y aura quelques questions effectivement ensuite de la part de... Ah là, ouais. On n'entend pas là? Ah, je suis en train de... Effectivement. Bonjour à tous. Comme chaque année, depuis, c'est la 21e édition, donc nous avons fait notre observatoire du transport sanitaire. Donc en fait, il y a deux parties dans cet observatoire que vous pouvez télécharger à partir des QR codes là, qui sont affichés. Une partie quantitative où on prend un échantillonnage statistique donc, qui représente, on va dire, la profession aujourd'hui, donc avec un certain nombre d'entreprises. Alors, on a changé un petit peu cette année, on est moins de 20 salariés, 20 à 50 salariés, plus de 50 salariés, pour une raison indépendante de notre volonté, mais de plus en plus de petites entreprises, donc moins de 10 salariés, ne déposent pas leur compte auprès des greffes des tribunaux de commerce. Donc la base Diane, qui remonte ces informations-là, est de plus en plus pauvre. Donc effectivement, on a été un petit peu plus effectivement large dans nos segmentations. Donc ça, c'est, je dirais, la principale modification. Autrement, bon, après, on a effectivement un échantillonnage qui est fidèle à la population des entreprises. Puis la deuxième partie, c'est une partie qualitative, où là, on rentre beaucoup plus en profondeur dans l'analyse des comptes, puisqu'on récupère effectivement l'intégralité des comptes des sociétés et on les analyse pour pouvoir effectivement avoir l'ensemble des informations, des compositions de chiffre d'affaires, des compositions des coûts et analyse du résultat. Et puis, bien évidemment, les situations financières. Alors, si j'appuie, ça doit marcher normalement, ce qui n'est pas évident. Je suis bien là pourtant. Alors, voilà, la technique vient à votre secours, Marc, tout de suite. Oui. Elle n'est pas allumée? Ah. Ouais. Ça, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. C'est la pile, peut-être. Voilà, là, c'est bon. Non, mais je pense que c'est la pile parce que ça s'éteint aussitôt. Ah, d'accord, ok. Alors, je vais me mettre là parce qu'autrement, je vais avoir du mal. Ça avance pas sur l'écran de retour. Ah, voilà, ça avance pas sur l'écran de retour, d'où le problème. Donc là, je dirais, premier élément d'appréciation, ça, c'est pas nous qui le faisons, ça, c'est une étude, une analyse qui est faite par Xerfi, donc qui examine effectivement l'ensemble des comptes des entreprises qui peuvent capter. Et si vous voulez, en fait, bon, c'est intéressant puisque ça permet de prendre un peu de recul.
Et en fait, le diagramme qui est présenté montre le risque associé au secteur d'activité. Et Xerfi, en fait, le mesure à travers les défaillances d'entreprise. Donc on s'aperçoit que on a une courbe qui effectivement est loin d'être droite. Et si vous preniez les dernières années, qui représentent 2022, 2023, 2024, on est plutôt sur le haut en marqueur de risque. Par contre, on est dans un risque marqué, on n'est pas dans un risque qui est considéré comme élevé. On est à la limite entre le marqué et l'élevé. Donc ça veut dire qu'on est encore aujourd'hui dans une situation pour les entreprises de transport sanitaire considérée par Xerfi comme étant pas une situation tranquille, mais plutôt une situation à risque. Donc ensuite, alors, juste un petit commentaire là-dessus. Je vais m'appuyer là sur le chiffre principal en fait de croissance en 2022. Le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est celui qui résulte des dépenses assurance maladie. C'est 4,5% l'augmentation des dépenses. Dans notre observatoire, on a un chiffre plus élevé de croissance du chiffre d'affaires, mais qui s'explique de façon mécanique, parce que quand on analyse les comptes des entreprises en 2022, il y en a qui ont arrêté leur compte au 31 mars, il y en a qui ont arrêté leur compte au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre. Et quand on prend un 30 juin 2022, en fait, la période antérieure qu'on compare, c'est une période qui était encore impactée par le Covid. Donc forcément, on avait une activité qui était faible. Donc nous, on ressort à un 7,5%, mais qui n'est pas un marqueur des 12 mois de 2022, mais un marqueur effectivement des entreprises, si on prend le comparatif entre leur date d'arrêté en 2021 et leur date d'arrêté en 2022. Alors là, un point important, c'est, on y reviendra, c'est le coût du carburant. Donc là, 2022, annus horribilis pour le carburant, 38% d'augmentation moyenne du prix du carburant. On le verra un petit peu plus tard, c'est passé de 5% du chiffre d'affaires à plus de 6% du chiffre d'affaires dans les entreprises en moyenne. Donc c'est quand même un impact, un point de résultat qui disparaît sur l'augmentation du carburant. Pardon. Donc c'est quelque chose qui est effectivement assez marquant. Après, c'est à peu près stabilisé, d'où effectivement la fin de la courbe, puisque là on est parti jusqu'en 2023. Et puis là, on voit qu'aujourd'hui, on a encore eu un petit peu de montagne russe, avec une remontée cet été. Là, effectivement, une logique de prix coûtant qui fait que ça a redescendu un peu. Enfin bon, c'est tout sauf très facile à prévoir. Mais en tout cas, en 2022, ça a eu un impact très fort sur les résultats. On va dire un point de résultat, comme je disais tout à l'heure, qui a disparu. Ça, c'est l'analyse du coût du travail. En 2022, NAO, application des NAO, impact, je dirais, sans tenir compte de décisions que vous auriez pu prendre dans vos entreprises pour essayer de conserver vos personnels, pour éviter effectivement, dans une période où il est difficile de recruter, où l'attractivité du métier est compliquée. Alors, vous me direz, beaucoup de secteurs d'activité ont du mal à recruter. Donc, quelque part, on peut avoir effectivement une politique salariale, même si économiquement c'est compliqué, un petit peu plus agressive. Si on prenait uniquement le basique, c'est-à-dire l'augmentation et l'application de la NAO, c'était 5,17% d'augmentation des coûts salariaux en 2022. Avec toujours une mécanique, le SMIC entre le 1er janvier 2021 et mai 2023 a pris 12,39%. Vous avez un certain nombre de salariés qui sont effectivement soit au SMIC, soit juste au-dessus. Donc forcément, vous avez pris cette augmentation. Les charges sociales, elles, globalement, n'ont pas augmenté. Les taux de charges sociales n'ont pas eu d'impact significatif si on le compare par rapport aux rémunérations brutes. Mais effectivement, au niveau du coût du travail, il a été très fortement inflaté en 2022. Donc augmentation du carburant, augmentation du coût du travail. C'était prévisible, je dirais même que c'était prévu. Et augmentation, croissance forte de chiffre d'affaires, ça c'était forcément un petit peu plus difficile à lire. C'est les 3 premiers messages qu'on peut retenir. Alors, si on augmente le prix du carburant, il y a un autre élément qui est venu impacter le coût des entreprises en 2022, c'est l'inflation. 5,2% d'inflation en 2022 en France. Donc, que vous ressentez sur toutes les consommations externes que vous pouvez avoir, sur les assurances, éventuellement les loyers, le prix effectivement de tous les équipements que vous pouvez avoir, téléphonie, ainsi de suite. Donc tout ça effectivement fait que l'entretien, il y a un certain nombre de consommations externes d'entreprises avec qui vous fonctionnez, qui fait que vous retrouvez de toute façon un impact de l'inflation dans vos comptes. Donc ça veut dire qu'en fait la valeur ajoutée qu'on cherche à mesurer,
c'est la différence entre le chiffre d'affaires que vous faites et toutes les consommations externes que vous avez. Augmentation du carburant, augmentation de l'entretien, augmentation de l'assurance. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, le taux de valeur ajoutée, il est impacté puisqu'il a perdu 1 point entre 2021 et 2022. Voilà, donc ça, c'est la traduction, effectivement, du plus en chiffre d'affaires et du moins lié aux impacts de l'inflation et l'impact du coût du carburant. On n'est pas encore sur le personnel. Quand on déduit effectivement de cette valeur ajoutée les frais de personnel, on arrive à ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Donc il y a encore un petit impact, on va dire, il n'y a pas que les frais de personnel en écart, il y a aussi les impôts et taxes. Je fais juste un petit commentaire sur les impôts et taxes. En 2022, bonne nouvelle, il y a eu une baisse à travers effectivement la réduction de la CVAE. On en reparlera effectivement pour les projections à venir, puisqu'on avait prévu une baisse encore plus, enfin, la même en 2023. Elle n'aura pas lieu, puisqu'effectivement ce sera étalé sur 4 ans, mais on y reviendra. Donc ça veut dire qu'effectivement le BE a été impacté et on a eu une augmentation des frais de personnel, comme je disais tout à l'heure, une baisse de la valeur ajoutée, donc une baisse mécanique de l'EBE. Donc qui arrive à 8,87% du chiffre d'affaires. L'an dernier, il était à 10,42, donc il a perdu 1,5 point à peu près. Ce qu'on a perdu en valeur ajoutée, l'impact effectivement impôts et taxes, l'impact frais de personnel, globalement, ça paraît assez logique. Je vais revenir sur les frais de personnel parce qu'il y a un phénomène en 2022 qui, là, on n'avait pas prévu, qui n'est pas facile à expliquer, mais je vais revenir dessus, sur les frais de personnel. Peut-être juste une lecture du bilan. Ce qu'on voit en 2022, c'est qu'on a au niveau du besoin en fonds de roulement, donc on va dire un impact qui est toujours limité. Le principal impact qu'on a eu en 2022, Covid, deux financements, l'URSSAF, les PGE, pendant la période Covid. Les dettes URSSAF qui étaient étalées, vous avez continué à les rembourser. Elles étaient étalées sur 24, 36 mois. Bon, ça dépend un peu des entreprises et des modalités que vous aviez sollicitées. Donc ça veut dire qu'on a un petit impact sur notre besoin en fonds de roulement et un gros impact sur la trésorerie, puisqu'il faut payer quelque chose qui est différent en même temps que ce qu'on paye, effectivement, les charges sociales courantes, on va dire. Et puis, ce qu'on retrouve, c'est sur le volet dette que je vais avoir ici, une petite remontée de la dette, puisque, bon, effectivement, au niveau des PGE, ben, ils sont toujours là. Les investissements, il n'y a pas de vraie reprise des investissements, donc il n'y a pas de reprise, effectivement, de l'endettement. Par contre, une baisse des trésoreries en 2022, donc qui fait qu'effectivement, quand on raisonne en dette nette, et là je raisonne en dette nette, c'est ce que je dois à la banque, donc c'est mes emprunts que j'ai pu contracter, moins la trésorerie que j'ai effectivement à mon bilan. Donc je me retrouve effectivement avec une situation financière qui est un peu dégradée, mais pas tant que ça, je dirais pour deux raisons. D'une part parce que la reprise d'investissement n'a pas eu lieu, on va revenir dessus, et ensuite parce qu'effectivement les PGE ont commencé à être remboursés, mais on n'en est qu'au début. Que vient nous apporter l'analyse qualitative par rapport à cette analyse quantitative? Alors, en termes de ventilation du chiffre d'affaires, 60% de l'activité, c'est de l'ambulance, 20% de l'activité, c'est du VSL, 12% de l'activité, c'est des taxis. Et puis ensuite, on a des activités diverses et variées. Et puis, on a un paramètre qui existe maintenant depuis quelques années, alors qui n'est pas sain mais qui est salutaire, ce sont les aides conjoncturelles. Donc effectivement, les aides conjoncturelles en 2022, c'est 2, alors je crois que c'est 2,76, je vais regarder, oui, c'est ça, 2,76% du chiffre d'affaires. Donc dans les aides 2022, il y a eu les aides NAO, il y a eu la fin des aides liées à l'UP, enfin avant la mise en place de l'UPH au 1er juillet, il y avait effectivement toutes ces aides, les compléments de 30% là, sur les missions en période de garde et ainsi de suite. Ça représente quand même 2,76% du chiffre d'affaires en 2022. Ensuite, alors là c'est peut-être un peu plus difficile à lire parce que c'est un peu plus petit, à retenir là-dessus, le résultat 2022 est légèrement inférieur au résultat de 2021. Il a été préservé. Il a été préservé pour, on va dire, une raison majeure que je vais retrouver un petit peu plus loin. Je referai ma marche arrière après. C'est pour ça. On voit que, en fait, les frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires ont baissé
en 2022. Alors par quel miracle? Le coût du travail a augmenté et les frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires, le ratio a baissé. En fait, il y a deux phénomènes. Il y a effectivement, on va dire, le chiffre d'affaires qui s'est accru de façon un peu plus rapide que ce qu'on avait pu imaginer. Mais il y a surtout un deuxième phénomène, c'est que vous ne trouviez personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, je fais plus avec, on va dire, au mieux autant et au pire moins. Donc il y a un problème effectivement. Si je regarde sur un plan économique, je gagne en productivité. Si je prends un plan un peu plus gestion des ressources humaines, le problème, il est effectivement sur l'intensification du travail, les difficultés que je peux effectivement avoir au niveau de la gestion du personnel, l'attractivité qui est déjà pas forte, du coup ça me redonne une perte d'attractivité. Donc en tout cas 2022, en termes économiques, je raisonne uniquement en euros, je ne parle pas d'autre chose, effectivement ça a été un phénomène qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais les frais de personnel du coup ont moins augmenté que l'activité du fait effectivement de cette difficulté à recruter malgré une augmentation du coût unitaire du travail. Je reviens juste sur le slide précédent. On voit le carburant à 6,11% du chiffre d'affaires. Deux commentaires là-dessus. Le coût de l'investissement qui est à 5%, même plus à 5% du chiffre d'affaires, à 4,96%. Là, on voit bien le marqueur de... Alors, je vais le dire avec la perception que j'en ai, hein, peut-être que vous n'êtes pas tous alignés avec ça. En fait, vous avez commandé des véhicules, je pense qu'il y a eu un souhait de renouvellement du parc. Le problème, c'est qu'on ne les livrait pas. Donc vous avez continué à rouler avec des véhicules dans l'attente des livraisons des nouveaux véhicules que vous avez pu commander. Donc on se retrouve effectivement avec un parc qui est plus vétuste. Et ce qui confirme ça, c'est que les frais d'entretien ont augmenté. Donc on a quand même un effet qui est un effet positif en termes de résultats, puisque mécaniquement, mon véhicule il est amorti, donc j'ai moins de coûts. En termes effectivement d'exploitation, en termes de... C'est pas quelque chose qui peut durer ad vitam aeternam. Donc à un moment donné, forcément, il faut reprendre la dynamique d'investissement et donc pouvoir effectivement avoir les moyens à niveau pour pouvoir continuer à exercer de façon qualitative les prestations et missions que vous réalisez. Donc ensuite, alors là aussi, c'est peut-être pas si facile que ça à lire à distance. On y reviendra en termes de commentaires. Juste en commentaire un petit peu général, la perspective 2023, c'est grosso modo en termes de résultats la même chose qu'en 2022, mais je crois qu'on aura l'occasion d'échanger un petit peu là-dessus après. Donc je vais pas aller plus loin en termes de commentaires, mais c'est quelque chose que vous retrouvez dans l'Observatoire. Donc on a analysé effectivement en fonction d'un certain nombre d'hypothèses que je rappellerai tout à l'heure, les perspectives pour 2023. Je crois, je ne sais pas si j'ai tenu mon timing, mais... Plus que bien. Ah bon? Ah oui. Bravo, on peut applaudir très fort Marc pour tous ces éléments qui posent là de vrais marqueurs un peu micro et qui complètent bien tout ce qu'on a pu se dire hier sur aussi l'état et l'évolution de la situation des entreprises du secteur. Je voudrais qu'on complète ça d'un échange avec vous et avec Maurice. Si on regarde 2022 déjà, cette année 2022, et puis on peut dire aussi 2023 qui se pose maintenant, on voit coût de véhicules et coûts salariaux, c'est quand même deux tendances assez fortes de mise en tension du modèle économique, dans l'ensemble qui paraissent plutôt maîtrisées. Est-ce qu'on peut dire du coup que ce sont des années de gestion optimisée pour les entrepreneurs qui ont réussi à tenir le cap et qui tiennent bien le cap finalement de leurs affaires malgré ces tensions sur le véhicule et sur le personnel? Alors, je pense que optimiser n'est peut-être pas le bon terme. Je dirais qu'il y a effectivement une recherche de la part de chacun d'entre vous pour améliorer au maximum hein, la gestion du personnel, améliorer la gestion du parc en optimisant là du coup effectivement l'investissement, mais en essayant effectivement d'avoir des renouvellements qui sont réguliers. En 2022, on a quand même plutôt l'impression que c'est une optimisation subie. C'est-à-dire que si je ne trouve pas de personnel,
quand j'ai un certain nombre de missions à réaliser, effectivement, mécaniquement, en termes économiques, je vais améliorer ma situation. Mais je vais avoir plein de phénomènes collatéraux qui vont faire qu'à un moment donné, j'ai des effectifs qui commencent ou des personnes qui commencent à être fatiguées. Je ne sais pas comment je vais réussir effectivement à rendre mon métier ou à faire en sorte que mon métier soit attractif parce que il y a du bouche à oreille qui fonctionne. Vous avez effectivement des personnes qui passent peut-être d'une entreprise à l'autre, mais il y a tous ceux qui viennent de l'extérieur, donc il faut quand même qu'il y ait une certaine attractivité du métier. Donc je pense que c'est un peu du trompe-l'œil. Et sur les véhicules, là, je dirais que c'est encore beaucoup plus complexe à lire, et on en reparlera peut-être pour les années à venir. Mais si les véhicules ne sont pas livrés, par définition, effectivement, on n'a pas le coût. Ensuite, les nouveaux véhicules, c'est plutôt alors, à minima 10% d'augmentation. Donc, on ne les a pas, et on ne les a pas avec leurs tarifs augmentés. Donc on roule avec des véhicules effectivement qui sont de plus en plus anciens, non pas par volonté de ne pas renouveler, ça je suis très clair là-dessus. Et dans le cadre du renouvellement, on ne sait pas trop en plus comment s'orienter, parce que entre effectivement est-ce que je reste sur un schéma traditionnel, est-ce que je tente comme certains d'entre vous d'avoir des modèles hybrides, électriques, hydrogène, enfin bon, on peut tout imaginer, avec des prix et des modes d'utilisation qui sont loin d'être simples, des équipements à mettre aussi dans les entreprises qui ne sont pas simples. Donc là, effectivement, 2022, on est resté sur un modèle ancien avec des véhicules anciens. On est avec un coût qui est, on va dire, pratiquement le plus faible possible. Pour moi, les amortissements sur le parc, dans une entreprise de transport sanitaire, si on refait un modèle théorique, c'est 6,5 à 7% du chiffre d'affaires. Là, on n'est même pas à 5. Donc, on a 1,5 à 2 points de chiffre d'affaires qui nous manquent. On a 0,5 de plus en entretien. Donc, effectivement, on a quand même la conséquence en entretien de cette vétusté. Par contre, il reste quand même entre 1 et 1,5 points qui, effectivement, sont une économie en trompe-l'œil. Donc c'est 3 points, rien qu'avec ça, qui sont tout de même en suspens, qu'il faudra à un moment ou un autre remettre dans les comptes, d'une certaine façon. Oui, sans savoir effectivement jusqu'où nous conduit l'augmentation du prix des véhicules, ce qui est encore autre chose. Un autre point important peut-être pour compléter votre présentation, on a beaucoup parlé, on va continuer à parler évidemment de cette mise en place de l'UPH. Au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des comptes et de l'activité des entreprises, est-ce que sur 22, on voit déjà des effets et qu'est-ce qu'on peut prévoir finalement comme impact en positif et en négatif sur les comptes des entreprises de cette réforme-là? Sur un plan micro, c'est plutôt positif. Je pense qu'on peut le dire. En termes d'évolution d'activité, ça génère quand même plus de chiffre d'affaires qu'antérieurement. Après, je pense qu'on est dans une solution aujourd'hui. Alors, j'allais dire pas gagnant, pas gagnant. Pour effectivement illustrer un peu ce que je pense, j'ai essayé de le développer. Aujourd'hui, effectivement, côté assurance maladie, la sectorisation qui est beaucoup plus fine que ce qui avait été imaginé par l'algorithme mis en place à l'origine, fait qu'il y a un coût qui est pratiquement supérieur de 100 millions d'euros au coût initialement imaginé en termes de couverture à 100%, mobilisation des équipes. Donc l'assurance maladie peut par définition ne pas être trop satisfaite de la façon dont c'est déployé. Côté entreprise, effectivement, plus il y a de sectorisation, plus je mobilise de personnes, donc plus effectivement sur un tarif négocié à 64 euros, j'ai des arbitrages à faire parce que les personnels qui sont mobilisés sur ces permanences, ils ne sont pas mobilisables sur des activités autres. Donc je suis en permanence en train d'essayer d'arbitrer et c'est quelque chose en fait où je ne suis pas forcément, c'est pour ça que je dis pas gagnant. Donc je pense que toutes les discussions qu'il y a eu hier et le souhait effectivement de trouver des solutions sur une amélioration du système tout en gardant l'esprit tel qu'il a été mis en place au départ, c'est fondamental pour qu'on passe d'une solution pas gagnant à une solution gagnant-gagnant. Maurice, je voudrais compléter ce constat avec vous. 2022-2023, sur ce que dit Marc, est-ce que vous avez aussi un regard sur la manière dont a été gérée l'activité? Est-ce que ça dit des entreprises plutôt bonnes gestionnaires? Est-ce que c'est les retours que vous avez vous aussi? Et est-ce que vous voyez des difficultés que ces entreprises ont à se projeter pour 24?
Marc le dit bien. Si je le disais avec mes mots, mais en rajoutant quelque chose, Marc, c'est qu'effectivement, 2022-2023, les entreprises tirent leur épingle du jeu, mais on voit bien que c'est une gestion forcée. Forcée par rapport aux éléments de personnel, comme tu l'as très bien dit, et forcée par rapport aux éléments de véhicule que l'on n'a pas. Et donc, on tire notre épingle du jeu, mais cette gestion, notamment, est forcée. Ça veut dire simplement qu'à mon sens, que les enjeux qu'on aurait dû avoir sur 2022-2023 dans les modèles qu'on avait projetés initialement, à la fois en termes d'inflation, en termes de coûts salariaux, eh ben on va les retrouver sur 2024. Ça veut dire que si on se posait la question, effectivement, est-ce que les entreprises arrivent facilement à se projeter sur 2024 ? Ben, ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas si simple, à mon avis, pour deux raisons. D'abord parce que économiquement, l'année 2024, c'est quand même une année où inflation, oui, non. A priori, elle se calme fin 2023, mais qu'est-ce qu'elle sera dans 2024 ? Et les salaires, qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2024 ? On entend déjà des échos d'un SMIC, je parle sous ton contrôle, Marc, à plus 3%. Et je n'ai pas peur de le dire, hein, les équipes de Thibaut Zaccarini le savent très bien, quand on a fait nos modèles, notamment Avenant 11, on a pris des hypothèses. On a pris des hypothèses sur l'inflation, on a pris des hypothèses sur le salaire. Et donc forcément, on est très regardant de ce qui va se passer en 2024, en regardant si ça va ou pas dépasser notre modèle. Donc je pense que cette année 2024 va être effectivement une année sur laquelle ça va être difficile de se projeter à cause de ces éléments économiques, inflation, gasoil, salaire. Mais il y a aussi, si on est dans l'entreprise, une autre difficulté que l'on a et qui explique cet exercice de projection qui est difficile, c'est que, tu l'as dit Marc, hein, la gestion RH, allez, je vais le dire avec mes mots, elle est de plus en plus difficile. Et elle est de plus en plus difficile, pourquoi ? Pour au moins deux raisons. La première, c'est ce que tu as dit, c'est que depuis les derniers mois, depuis les dernières années, il y a eu une telle évolution des salaires, certes, avec une action de l'assurance maladie en face, mais on voit bien que nos équipes sont en demande de salaire, certes, mais pas que. Et de plus en plus, dans nos entreprises, on nous parle d'une meilleure organisation, de qualité de vie au travail, de bien-être, et c'est des choses qui ne sont pas faciles à adresser. Et donc, cet élément supplémentaire qui fait qu'on a du mal à se projeter sur 2024, c'est trouver effectivement cette bonne gestion de la partie RH avec cette dimension qualité de vie au travail, la bonne organisation, la bonne réponse qui est à trouver. On a sondé beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés dans les entreprises, et il y a des mots qui reviennent. Améliorer votre organisation, améliorer votre communication. Et donc, on veut avoir ce bien-être au travail qu'on ne retrouve peut-être pas encore suffisamment dans nos entreprises. Donc là, forcément, sur 2024, ça interroge. Et puis, je n'ai pas peur de le dire, hein, on voit aussi, et ça obscurcit la façon de se projeter sur 2024, des patrons, des patronnes qui en ont ras-le-bol, Régis. Je le dis, hein, c'est-à-dire qu'on voit que ça devient difficile parce qu'effectivement, ces perspectives économiques sur 2024 sont compliquées, et elles sont compliquées pour le pays aussi. Ces perspectives en termes de RH sont compliquées, et donc on a des dirigeantes et des dirigeants qui vivent ce ras-le-bol. Et là, ce n'est pas facile non plus, parce qu'on sait très bien que le dirigeant, il est là aussi pour le cap, il est là pour le sens, il est là pour la dynamique, et on a aussi ça. Donc c'est pour ça que 2024 va être effectivement une année qui va être complexe économiquement et dans la gestion de nos entreprises au quotidien. Vous le dites bien, hein, donc il y a tout de même derrière ce modèle plutôt tenu, le coût salarial dont on ne sait pas très bien ce qui va être, le coût inflation qui va arriver, le coût équipement qui va arriver, le coût social aussi, et puis vous le dites, ces patrons et ces patronnes qui gèrent de la crise, qui gèrent de la pénurie, qui gèrent de la crise, qui gèrent de la pénurie, et au bout d'un moment, il y a l'usure de ça aussi qui joue. Il y a aussi dans le modèle, alors c'est pas forcément complètement là en 22, mais ça sera là en 23 beaucoup, l'aubaine, si je puis dire, des enveloppes qui sont du FIR, qui arrivent aussi pour soulager aussi ces trésoreries. Marc, jusqu'où est-ce que ces enveloppes peuvent et vont faire la jonction, si je puis dire, un petit peu, et quel danger est-ce qu'il faut aussi commencer déjà à anticiper, défi plutôt, pour se sortir au mieux de cette période-là? Comme je disais tout à l'heure, donc effectivement, depuis quelques années, on a une économie qui repose en partie effectivement sur ce système d'aide. Alors ça a un gros inconvénient, c'est que pour se projeter, c'est quand même compliqué. Hein, donc effectivement, je voulais faire une croissance externe, quelqu'un veut racheter une entreprise de transport sanitaire, il cherche à se projeter.
quid effectivement de ce mécanisme hein, qui, pour des raisons diverses et variées, mais on a, je citais tout à l'heure les NAO, là on a effectivement des aides en 2023 qui couvrent un panier, on va dire, de coûts hein, qui s'étaient accrus, hein, que ce soit le carburant, les salaires ou l'inflation sur les autres coûts. Donc effectivement, ça pose un sujet. Avant de répondre à la question FIR, je voulais juste rebondir sur ce que disait Maurice sur le personnel. Quand on regarde, quand j'ai préparé l'observatoire, j'ai repris l'observatoire de 2010-2009 pour regarder un peu ce qu'il y avait. Les frais de personnel ressortaient entre 56 et 57% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'était une autre époque. C'était une autre époque, c'est 65. Et pourtant, les salaires ne sont pas flamboyants. Donc ça interpelle quand même un petit peu sur effectivement la répartition de la richesse. Alors ça veut dire qu'il y a des gains de productivité qui ont été faits, ça veut dire qu'il y a des économies effectivement sur un certain nombre de charges externes qui ont été faites, qu'il y a eu de la mutualisation, il y a eu des regroupements, enfin il y a eu plein de choses hein, qui ont été mises en place, qui ont permis effectivement de répartir cette richesse différemment, mais c'est quand même intéressant parce que quand on regarde ça d'année en année, en fait ça bouge un petit peu. Par contre, quand on regarde effectivement sur un bail un petit peu plus long, c'est plus compliqué. Donc tout ça pour dire que, et revenir à la question, au niveau des aides conjoncturelles et du FIR, c'est vrai que le FIR en 2023, c'est 190 millions. En 2024, ce sera 90 millions. L'augmentation tarifaire donc de novembre 2023, la suivante qui a été effectivement programmée est au 1er janvier 2025. Donc, je dirais que tout va être, on va dire, affaire d'hypothèses et de confirmation ou non de ces hypothèses. Comme disait Maurice, on a pris un certain nombre d'hypothèses dans notre modèle. Ces hypothèses ont, pour la plupart, été effectivement, enfin, toutes ont donné lieu à échange avec l'assurance maladie. L'assurance maladie, forcément, est plus prudente que nous, puisqu'elle engage une dépense. Et donc, il y a une partie des hypothèses qu'on a retenues qui ne sont pas forcément dans la tarification telle qu'elle est imaginée au 1er janvier 2025, d'où effectivement la clause de revoyure. Donc, comme ces hypothèses ont été posées, il suffira de regarder où est-ce qu'on en est par rapport à ces hypothèses d'augmentation de masse salariale. Pour 2024, on a prévu des NAO à 3%. Si les NAO sont à 5 ou 6%, forcément, on aura un delta. Et comme ça pèse 65 à 66 ou 67% du chiffre d'affaires, on voit tout de suite quel est le niveau effectivement d'augmentation de tarifs complémentaires qu'on serait en mesure de solliciter. Alors après, c'est de la négociation, mais enfin en tout cas, ce sera un coût réel. Ensuite, l'inflation. Bon, là, on a pris une hypothèse à 4%. Bon, peut-être que finalement, elle sera un petit peu en dessous. J'en sais rien. Personne n'est capable de le dire. Le carburant, on a pris de la stabilité. Je suis persuadé que le coût du carburant augmentera structurellement dans le temps. Maintenant, est-ce qu'en 2024, par des mesures politiques temporaires, on arrivera à limiter l'augmentation du coût du carburant? C'est possible, et c'est possible que non aussi. Donc il y a effectivement à un moment donné un recul qui devra être pris par rapport à des hypothèses qui sont posées et qui fera qu'on aura une discussion objective. Et idem pour l'UPH que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'effectivement, ça nous ramène au coût des 64 € qui a été évoqué hier. En fonction des NAO, en fonction effectivement de l'augmentation des coûts salariaux, on peut avoir des discussions effectivement sur ce taux. Un petit point peut-être plus spécifique sur ce qui est peut-être un risque ou pas. Vous l'avez évoqué, ce sont les PGE. Dans quelle mesure ces PGE représentent, de ce que vous voyez des trésoreries aujourd'hui, sur 24 un risque, parce que le remboursement, il faut le faire. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, quand c'est un risque, des possibilités d'étalement de ces remboursements qui existent et qui sont possibles? Alors pour illustrer, là on a vu qu'on avait un petit 9% de BE, EBITDA, en 2023. Ça sert à quoi? Ça sert à financer les investissements. Ça sert à rembourser effectivement, enfin à payer les frais financiers. Et puis s'il reste du résultat, il y a de l'impôt et puis ensuite éventuellement des dividendes pour les actionnaires s'il en reste. Qu'est-ce que c'est que la mécanique du PGE? C'est-à-dire qu'en fait, j'investis donc sur mes 9 points. Si je considère que j'ai 6 à 7 points d'investissement normaux, ça veut dire que 9 moins 6 ou 9 moins 7, on prend le calcul que je veux, il me reste 2 à 3 points de résultat. Ces 2 à 3 points de résultat, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne reste pas grand-chose. Le PGE que je rembourse, c'est quelque chose qui, effectivement,
résulte d'une décision de gestion passée. Donc il vient se surrajouter par rapport à ces mécaniques d'investissement. Donc pour peu que j'ai un PGE effectivement qui est un peu significatif, s'il ne me reste que 2 à 3 points, le PGE par rapport à mon chiffre d'affaires, regardez ce que représente l'échéance, je peux me retrouver tout de suite en négatif, donc dans l'incapacité à un moment donné, en termes de trésorerie, d'être capable de faire face à ce PGE. Donc c'est en fait la difficulté du PGE, mais c'est la même chose que le différé des dettes sociales, c'est les dettes sociales, je paye mes charges sociales sur les salaires du mois, ils m'ont généré de la richesse, je paye les charges sociales d'il y a 3 ans, effectivement c'est une surcharge. Et le PGE, c'est pareil, c'est une surcharge par rapport à une capacité que j'ai à dégager de la trésorerie grâce à mon activité. Donc c'est toujours le problème de ces aides qui sont conjoncturelles. À un moment donné, effectivement, sur le plan financier, quand je dois les rembourser, ça pose souci. Avant que Maurice complète, ce que je disais sur les possibilités d'étalement. Alors justement, je n'y avais pas oublié. Alors, les mesures aujourd'hui, les banques sont quand même très dures sur les PGE. Donc je pense qu'on a pu imaginer à un moment donné que ces PGE, comme dans PGE, il y a prêt garanti par l'État, que ça passerait à la trappe, on oublie. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut les rembourser. Et quand on ne peut pas, il y a une solution aujourd'hui qui est un étalement sur 10 ans, qui passe par un mécanisme qu'on appelle CCSF, donc avec l'ensemble des représentants de l'État. Et là, effectivement, on va négocier un étalement du PGE. Mais comme toutes ces mesures-là, ça amène effectivement, on va dire, un petit clignotant rouge sur l'entreprise. On n'est pas dans une phase judiciaire, on est dans une phase amont, mais ça amène effectivement quand même à avoir un petit peu d'alerte par rapport à l'environnement institutionnel et économique. Maurice. Je me permets d'insister sur une chose, et Marc, tu as raison. Nos entreprises, le partenaire privilégié, c'est le banquier. On est des TPE-PME, le partenaire privilégié, c'est le banquier. Vous l'avez tous vu, le banquier a commencé à changer de posture, on va dire les choses comme ça, et pas simplement sur le fait que l'argent coûte de plus en plus cher, mais aussi sur sa vision du monde économique. Parce que ce banquier dit ce que l'on entend tous les jours en ouvrant le Poste, en lisant les journaux, que l'activité économique sur l'année 2024, en France, on devrait être pas flat, ni en récession, mais sur du 0,8%, 0,9%. Un banquier, ça veut dire une chose simple, ça veut dire qu'il sait très bien que, sans parler du mur des faillites, les faillites vont reprendre. Et donc forcément, il a un œil sur l'activité économique qui va tout à coup se durcir. Quand il regarde notre métier, il ne le connaît pas forcément très bien. Et il peut rapidement amalgamer la situation de la France économiquement à ce que serait pour 2024 notre situation du monde ambulancier et du monde du transport sanitaire. Ça veut dire que très concrètement, moi je le dis à toutes les entreprises que je peux rencontrer, on rencontre régulièrement notre banquier, Régis, parce que c'est notre partenaire. Mais je pense qu'il faut intensifier. Intensifier la rencontre, ça veut dire à la fois lui dire où on en est, lui dire où on va. Parce qu'effectivement, le où on va, c'est-à-dire quelle perspective sur 2024, on voit bien qu'on a les interrogations dont on parle depuis ce début sur cette table ronde, mais en même temps, on a un partenaire assurance maladie avec lequel on a une clause de revoyure. Donc je ne suis pas en train de dire que tout va bien, je suis en train de dire qu'on a quand même une discussion qui est toujours ouverte avec le partenaire assurance maladie compte tenu de cette annonce et de la clause de revoyure. Et je n'ai pas peur de dire, parce que je me rappelle très bien de la remarque, où en pleine négo, on nous avait dit, vous savez, c'est vrai que les négociations sont compliquées, c'est vrai que dans l'avenant 11, il y a eu un pas chacun, c'est vrai aussi, c'est une négociation, et en même temps, on est aussi un métier dans lequel, où à la fois le marché, dans sa perspective d'évolution en volume, il est toujours là, et on a un partenaire qui, même si quelquefois on peut considérer qu'il ne va pas assez vite, il répond. Je n'ai pas besoin, vous le faites tous les jours, mais quand on parle avec des collègues qui, par exemple, sont dans le milieu industriel, quelquefois, il a la centrale qui lui dit non, je ne discute pas avec toi, donc tu peux discuter ce que tu veux, je ne discute pas avec toi. Donc, ce que je veux dire à ce propos, c'est vraiment qu'il faut intensifier, continuer à bien parler avec son banquier de telle façon à ce que lui, qui maintenant a dans son regard une année 2024 qui va être complexe, et donc il peut commencer à fermer les robinets, il peut commencer à augmenter les taux. On a les uns et les autres peut-être des opérations de croissance externe à faire. Il faut absolument qu'on lui explicite ce que l'on va faire sur 2024 et comment va se comporter le métier. Certes, on a des zones d'interrogation, comme toutes les entreprises, mais on a aussi des zones où on a des moments d'échange, des moments de discussion pour trouver le bon modèle. Donc j'insiste là-dessus parce que ce partenaire bancaire, il est majeur et on le sait tous.
Justement, par rapport à ça, puisqu'il y a un modèle qu'il va falloir consolider malgré les aides qui existent aujourd'hui et face aux défis qui se prononcent, puisqu'il va falloir construire une relation de confiance autour de la consolidation de ce modèle-là, quel levier de productivité, quel levier d'efficience les entreprises ont à portée de main pour justement consolider ce modèle. Et d'abord peut-être avec Marc et après avec vous, Maurice. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de votre regard sur l'actualité comme levier de productivité et d'efficience qui sont activables aujourd'hui et dans les mois qui viennent? En fait, il y a deux façons de prendre le sujet. Par le haut, donc l'activité, par le bas, effectivement, la gestion des coûts et l'optimisation de la gestion des ressources. Si on le prend par le haut, les leviers, hier il y a eu un échange sur le transport partagé. Si la réglementation autour du transport partagé, effectivement, est beaucoup plus claire, j'allais dire se durcit, je pense qu'effectivement, le transport partagé va permettre de dégager des marges supérieures aux marges actuelles sur le VSL. Donc ça, c'est un premier levier. Deuxième levier, l'UPH disait pas gagnant, pas gagnant. Dans le cadre des discussions en cours, il faut trouver une solution pour que l'UPH soit du gagnant-gagnant. Et effectivement, c'est du gagnant-gagnant. À un moment donné, on doit pouvoir avoir un coût global maîtrisé avec, pour les entreprises, des marges supplémentaires. Dans votre gestion quotidienne, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, hein, c'est la régulation donc, qui fait qu'on arrive à optimiser l'utilisation des ressources et à toujours continuer à l'optimiser pour pouvoir justement avoir une activité qui soit la meilleure possible. Je ne vais pas dire ce qui est en train de me passer par la tête, parce que je sais que Maurice va le dire, donc je ne vais pas lui piquer son idée. Donc il y a effectivement ce travail sur le haut. Après, le travail sur le bas, je reste persuadé, même si ce n'est pas quelque chose qui est quand même si évident que ça à démontrer dans vos entreprises, dans beaucoup de secteurs d'activité, la taille, la mutualisation, je dirais que peu importe comment on arrive, hein, on va dire, à regrouper tout ce qui est lié au support, mais il y a moyen, avec en plus, on va dire, l'évolution du numérique, la mise en place de factures électroniques. Enfin, je pense qu'il faut que tout ça vous permette d'optimiser le coût de vos moyens qui vous permettent de fonctionner. Donc il y a, je pense, un modèle à trouver entre la décentralisation de la gestion qui permet effectivement d'adapter l'activité au mieux auprès du terrain, et puis la mutualisation de tout ce qui est fonction support au sein des entreprises, parce qu'avec la technologie, normalement, on peut gérer beaucoup plus de volume, donc on peut réussir pour un coût moindre à avoir effectivement une capacité à absorber effectivement des croissances d'activité. Il faut trouver le modèle entre les plus, les moins. Il y a un certain nombre de coûts qu'on subit. Donc les coûts qu'on subit, ceux-là, les augmentations, les NAO, forcément, on ne peut rien en faire. Hein. Le carburant, on ne peut rien y faire. Les modèles de véhicules, là, je ne sais pas. Il faut mieux interroger ceux qui testent. Je regarde Vincent parce qu'il en teste pas mal. Mais effectivement, je n'ai pas la recette. Mais c'est comme dans tout secteur d'activité aussi cet aspect innovation qui peut permettre à un moment donné de trouver aussi un petit levier d'amélioration de performance. Complément avec Maurice sur justement ce que vous voyez, vous, comme levier. Je vois trois leviers essentiels, moi. Si je prends le propos de Marc, c'est-à-dire cet enjeu d'activité, je pense qu'on peut mieux faire avec l'hôpital. Quand je dis mieux faire avec l'hôpital, on est tous les uns les autres, notamment pour ceux qui sont à l'hôpital dans le cadre d'un marché public article 80. On voit les marchés publics se repositionner, ils sont republiés, puis on constate que si on a la main, et ce n'est pas toujours le cas sur ces fameux bordereaux de prix, BPU, on se rend compte que dans le futur, l'hôpital est en train de mettre des clauses butoirs un peu partout en disant « mais attendez, si vos tarifs font plus 3%, plus 4%, moi, je limite à plus 1%. » Donc ça pose quand même un problème, parce que ça veut dire que tout ce dont on est en train de parler, avec certains hôpitaux, je ne veux surtout pas généraliser le propos, mais l'hôpital, il crante la discussion, il met un effet butoir. J'en vois certains dans la salle quand je parle, on a travaillé là-dessus, l'hôpital dit bah non, ça sera plus 1%. Alors quelquefois, par le jeu des questions-réponses, on arrive à faire changer l'angle, mais forcément, et on peut le comprendre d'ailleurs, l'hôpital a aussi son économie à gérer. Donc quand je dis mieux travailler avec l'hôpital, je sens quand même que l'hôpital qui a conscience
que le monde de transport dans lequel on est un monde en 2024, comme on le décrit avec Marc, où demain l'inflation, demain le SMIC, mais forcément va se faire un peu bousculer sur ces enjeux de prix de revient. Et donc on voit un hôpital, moi je le vois sur certains territoires, qui commence à dire, bon, écoutez, est-ce qu'on est capable de faire mieux dans notre quotidien ? Et donc quand je parle d'améliorer l'activité à l'hôpital, je vois de plus en plus d'hôpitaux qui sont prêts à nous écouter sur finalement, est-ce que je peux gérer un peu mieux vos sorties ? Est-ce que je peux gérer un peu mieux le lissage de votre activité ? À nouveau, je ne veux surtout pas généraliser en disant que tous les hôpitaux sont comme ça, mais de toute évidence, les services économiques qui ont fait passer des messages dans les services, que ce soit une chimio, une rééduque, une médecine, comme ils savent que le prix, ils l'ont un peu tamponné, ils donnent quand même du grain à moudre dans les services et on voit des choses avec lesquelles on peut s'organiser pour lisser notre activité et finalement améliorer notre activité parce que je remplis mieux ma voiture. Et c'est un levier qu'il ne faut absolument pas négliger. Et j'ai l'impression, je le vois sur beaucoup de territoires, où la discussion commence à se déverrouiller. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous parce que si je peux enfin lisser le transport, avoir des échanges intéressants sur la course, la veille, pas au dernier moment, etc., c'est intéressant. Donc, c'est le premier point, améliorer mon activité, mais avec cette gestion avec l'hôpital. La deuxième chose que je dirais, et là, je sais à quel point le sujet est difficile, c'est le levier, à mon avis, qu'on doit aussi trouver, parce que, tu le disais, Marc, hein, on a quand même entre 10 et 15 000 emplois vacants dans la profession. Donc, ça veut dire qu'on a du mal à les attirer, on a du mal à les garder, même si on fait tous les jours des efforts pour ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver dans nos boutiques ce que j'appelle le bon salaire. Alors, tu vas me dire, Maurice, c'est quoi le bon salaire ? Mais on voit bien que les gens qui commencent à travailler chez nous, j'en parlais hier soir avec des patronnes et des patrons, elles cherchent un salaire, mais elles cherchent aussi du sens. Elles cherchent une meilleure organisation. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des réponses, certes économiques, qui d'ailleurs peuvent passer par des mécanismes de primes, par des mécanismes d'intéressement. Parce que ce qui est tout ce qu'on a dit hier sur travailler sur le taux horaire, mais voilà, sur tout ce qu'il y a autour de qualité de vie, d'attractivité. C'est ça. Et on voit qu'on commence à avoir des outils d'intéressement qui peuvent s'adapter un peu mieux à nos boutiques TPE-PME. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le bon salaire. Et ce bon salaire, c'est effectivement de l'argent, du non-argent, une qualité de vie au travail qu'il faut qu'on arrive à trouver parce que sinon, on va avoir des gens qui nous diront « ben non, travailler nuit, week-end férié, je ne le ferai pas ». Donc ça veut dire qu'on a ce levier-là et je suis très humble parce qu'il est difficile à mettre en œuvre. Et puis je vois quand même un troisième sujet. On a tous dans nos entreprises des outils métiers. Régulation, facturation, et je vais jusqu'à l'encaissement de ma créance client. Et quand je viens sur la gestion de l'encours client, un de nos patrons nous l'a dit à la table ronde hier matin, c'est vrai que ce n'est pas des sujets qui sont faciles. D'abord parce que nos encours clients sont des encours clients qui ne sont pas simples, parce que je me bats pour des factures quelquefois de 50 €, des tickets modérateurs de 3 €, des tickets modérateurs de 5 €. Et on sait tous, quand on a mis la main dans l'outil métier pour aller chercher le ticket modérateur, la facture due par la mutuelle, la facture due par le patient, c'est compliqué. On a du mal à aller chercher l'information, on a du mal à aller se faire payer. Et là, j'ai envie de dire, on a aussi des réponses. Et je répète toujours cette phrase d'une patronne que je connais bien qui m'a dit « Maurice, c'est vrai qu'on va avancer enfin sur cet encours client. Moi, ça fait 30 ans que j'attends, on n'a jamais réussi à avancer. » Figurez-vous, et vous le savez, les éditeurs, et donc je parle vraiment de tous les éditeurs là, les éditeurs ont mis en place dans nos outils métiers ce qu'on appelle un concentrateur de mutuelle. C'est-à-dire que ce concentrateur de mutuelle, en réalité, tous les soirs, il va aller balayer mon encours client, ou balayer mon outil métier, il va dire où sont les tickets modérateurs pour que je les concentre dans un concentrateur. J'envoie tout aux mutuelles qui sont abonnées à ce concentrateur. Et derrière, j'ai enfin un suivi du paiement du ticket modérateur. Et en plus, j'ai un retour Noémie comme on a sur notre part assurance maladie. Et ça, enfin, je vous laisserai réagir, mais on ne l'a jamais eu. Toutes les pharmacies l'avaient, notre profession ne l'ont jamais eu. Et là, on a des éditeurs qui nous donnent cet outil. Et donc, je nous encourage fortement à y aller. Alors forcément, Régis, c'est un coût, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est gratuit, mais par rapport au coût qu'on dépense pour aller chercher ce ticket modérateur et quelquefois, une fois sur 3, ne pas l'avoir, il y a quand même un levier qui est extrêmement important parce que, tu le disais chaque année, Marc, il y a un enjeu de résultat, c'est l'observatoire, mais ce qui fait que nos entreprises vont mal, c'est certes un mauvais résultat, mais surtout une trésorerie qui se tend. Et quelquefois, la trésorerie qui se tend, elle se trouve dans notre encours client parce qu'on a du mal à relancer. Donc ça, c'est un troisième levier. On va se tourner vers la salle, allumer un peu la lumière, s'il vous plaît, et prendre des questions à Marc, Maurice, et aux constats qu'ils font et aux pistes qu'ils ouvrent pour améliorer
l'efficience et consolider les modèles et financiers et économiques. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent dans la salle à nos deux experts? Alors, je vous laisse lever la main si jamais il y a. Oui. Oui, j'avais juste une remarque par rapport à ce que tu disais, Marc, tout à l'heure, sur la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, qui en 2022 s'est améliorée par rapport à 2021. Je pense qu'il y a un éclairage sur la notion du transport partagé, qui a redémarré qu'en juin 2021 et qui était en année pleine en 2022, ce qui veut dire qu'on a une optimisation de nos moyens sur 2022 qu'on n'avait pas forcément sur 2021, alors que 2021, on avait une activité qui était repartie à plein, mais on n'avait pas le droit encore au transport partagé. La DGOS l'a autorisé qu'autour du 5-6 juin 2021. Donc il faut avoir, à mon avis, cet éclairage en tête. Merci pour ce commentaire. D'autres questions, réactions dans la salle sur tout ce que l'on vient d'évoquer et d'échanger sur vos activités? Est-ce qu'il y a d'autres points, questions ou réactions? Pas de questions, pas de réactions. Eh ben, ça veut dire que cet observatoire était de grande et belle facture, une fois de plus. Merci beaucoup Marc, merci Maurice. Je vous remercie très fort.